C'est un terrible et effroyable drame humain que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Un drame qui a coûté la vie, une fois de plus, à plusieurs adolescentes espagnoles, 3 jeunes filles plus précisément. Cela s'est passé à la fin de l'année 1992 et a marqué toute une région pourtant réputée pour sa tranquillité. Toujours est-il qu'au stade actuel de l'enquête, démarrée aussitôt après le signalement des 3 disparitions, ces 3 jeunes filles n'ont plus jamais donné de nouvelles. Et c'est très inquiétant pour leurs proches, leurs amis, leur entourage. L'histoire, on s'en doute, finit mal avec la découverte, quelque temps après, des corps des 3 jeunes filles, sauvagement assassinées. Alors, au vu des témoignages et des récits dont nous disposons à ce jour, en nous appuyant aussi largement sur les extraits de presse ayant, en leur temps, traité de cette mystérieuse affaire en Espagne, essayons donc de comprendre la chronologie des faits tels qu'ils se sont produits. Nous sommes en novembre 1992, le vendredi 13 novembre très exactement, dans le petit village espagnol nommé Alcácer, dans la généralité de Valence. Un petit village espagnol sans histoire, comme il y en a tant. Nous sommes ici sur la côte méditerranéenne de l'Espagne, sous des latitudes où l'hiver est toujours doux et mesuré. La population de cette ville est de 7000 habitants et on est précisément à 15 km au sud de Valence, la grande métropole régionale. 3 adolescentes sans histoire, issues toutes les 3 du village d'Alcácer. Myriam Garcia Iborra, Antonia Gómez Rodríguez et Maria Désirée Hernández Folch. Ces filles que l'on surnommera très vite les petites d'Alcácer, pratiquent un soir de novembre l'autostop pour se rendre dans une discothèque populaire réputée, le Color, située dans la ville voisine de Picassent. En fait, il n'y a pas bal ou karaoké ce soir, mais c'est la fête du lycée qui allait se tenir là-bas. Alors, elles s'y sont tout naturellement rendues. Ce vendredi 13 novembre 1992, Désirée et Myriam étaient à l'école toute la journée, tandis que Tony, la plus âgée des 3, avait apparemment passé l'après-midi avec leur amie commune, Esther. À un moment donné, sans doute vers 14h à la fin des cours, Myriam est rentrée de l'école et tout le monde va se retrouver le plus naturellement du monde chez Esther, leur amie commune, malade de la grippe. Elle est fiévreuse et alitée. Bien sûr, pour Esther, encore trop faible, il n'est pas question de sortir ce soir-là. Précisons qu'à ce moment-là, une méchante épidémie de grippe sévit dans toute la région. Beaucoup de gens sont contagieux, malades et alités. Malgré tout, laissant leur amie Esther se reposer et récupérer, les 3 filles décident de sortir et de se rendre à la fête du lycée à Picassent. C'est de leur âge. Il est 20h. Elles se mettent en route vers Picassent. On les a vues pour la toute dernière fois ce soir-là, témoins affirmatifs à l'appui, près d'une station-service, attendant l'automobiliste généreux qui les prendrait à bord pour les véhiculer sur les quelques kilomètres qui séparent les 2 villes. Puis, plus rien. Le silence le plus complet. Les premières questions interpellent. Ne sont-elles jamais arrivées ensemble à Picassent ? Comment s'y sont-elles rendues ? Ont-elles vraiment été vues à la fête du lycée ? Ont-elles décidé de revenir ensemble à Alcácer ? Ce qui est le plus intéressant, c'est que les filles n'avaient ni argent à dépenser dans le club, ni billets d'entrée achetés à l'avance.
Après tout, il s'agissait d'adolescentes qui n'avaient pas encore commencé à travailler et elles auraient dû demander un peu d'argent de poche à leurs parents. Mais l'enquête judiciaire dira qu'elles ne l'ont pas fait. C'est effectivement étrange. Les jeunes filles ne revenant pas le lendemain, le doute s'installe d'évidence chez les parents des adolescentes. À leur connaissance, elles n'ont pas de connaissance à Picassant où elles auraient pu dormir. Les familles cherchent, fouillent, téléphonent, se renseignent. Alors, de plus en plus inquiètes et sans trop tarder, car on sait les premières heures précieuses en cas de recherche. Elles avisent la Guardia Civile, l'équivalent de la gendarmerie nationale chez nous en France. Le lendemain, le samedi 14 novembre 1992, à 21h30. Ça fait tout de même presque une journée plus tard. L'affaire est très vite prise au sérieux. 3 jeunes filles qui se promènent ensemble ne disparaissent pas comme cela dans la nature. On lance des patrouilles motorisées, pédestres et à vélo tout-terrain, partout dans la région. Un chien de recherche est mis en piste. Il n'ira pas plus loin que la sortie du bourg. D'autres enquêteurs font du porte-à-porte méthodique dans le village et sur tout l'itinéraire qui va d'Alcalzer à Picassant. Peut-être ont-elles été vues, mais aucun élément positif ne vient hélas étayer l'enquête qui se transforme dès lors en disparition très inquiétante. La municipalité d'Alcalzer, qui ne veut pas rester les bras croisés, a fait imprimer des milliers de tracts à distribuer et à afficher. Tracts et affiches sur lesquels figuraient des photos de Tony, Désiré et Myriam. Mais aucun signal positif ne vient là non plus en retour. À croire que les 3 jeunes filles se sont littéralement volatilisées. Seul un témoin interrogé aurait vu les filles marcher sur la route principale qui traversait Picassant, ce qui les aurait conduites à la boîte de nuit. Elles étaient donc, selon ses dires, presque arrivées à leur destination, mais il n'en sait pas plus et ne peut guère préciser d'horaire. C'est à tout le moins très insuffisant comme élément d'enquête et douche le peu d'optimisme qu'il y avait. Rapidement, la piste de la fugue est écartée. Les jeunes filles ont trop d'attaches ici. Elles sont très proches de leur famille. Elles n'ont ni argent, ni moyen de subsistance, ni pactole, ni vêtements. Elles sont bien trop intégrées à la ville locale. Et ce n'est pas leur tempérament. Alors, pendant des mois, les témoignages de divers témoins et de voisins, d'automobiles circulant sur cet axe, de sportifs aussi qui ont l'habitude de courir le long de la route, ont été les seuls éléments sur lesquels la Guardia Civile pouvait se baser. Mais ces témoignages sont trop rares, souvent imprécis, mal catés, pas toujours très cohérents entre eux. Bref, l'enquête piétine et s'enlise. On désespère de savoir un jour. Malgré des informations reçues de tous les coins du pays au cours des semaines suivantes, et même en élargissant leurs recherches aux zones proches de Grenade et de Pampelune, la Guardia Civile n'a pas eu d'autres éléments de nature à faire avancer l'enquête et permettant de retrouver les 3 jeunes filles. Les parents des jeunes filles vont rencontrer le ministre de l'Intérieur, José Luis Corcuera. Ce dernier a en effet commencé à s'intéresser personnellement à l'affaire et, sous sa supervision, un groupe de travail a été créé, fruit d'un effort conjoint de la garde civile et de la police nationale. Les recherches sont ensuite étendues aux pays voisins, surtout le Portugal et la France, pays frontaliers, voire aux autres continents, par le biais d'Interpol. Mais lorsque les corps des jeunes filles vont être retrouvés, 2 mois plus tard, l'enquête va avancer de manière fulgurante. Une piste va enfin se dégager. Tout va se passer en ce mercredi 27 janvier 1993. Soit un peu plus de 2 mois après la disparition des 3 jeunes filles.
précisément dans la petite ville de la Romana, située dans les contreforts de l'est de l'Espagne. On est quand même à 150 km plus au sud d'Alcázar et de Picassent. La Romana, en pleine campagne espagnole, compte à peine 2000 habitants. Tout se répartit entre le cœur du village et quelques hameaux isolés ici et là. À part la route principale, qui va du nord au sud du pays et qui traverse tout le village. Seules de petites routes en assez mauvais état et quelques chemins vicinaux sillonnent la région et relient les hameaux, écarts, lieux-dits et autres villages alentours. Gabriel Aquino González est un agriculteur à la retraite, proche maintenant des 70 ans. Depuis sa retraite prise ici à la Romana, il s'adonne à plusieurs passe-temps, dont l'apiculture, passion forte qu'il partage avec le beau-père de l'un de ses enfants, le dénommé José Sala, âgé lui de 55 ans. Les deux hommes s'entendent bien. Ce jour-là, ils garent leur voiture au bout de la route carrossable, d'où ils partent à pied et s'enfoncent dans la campagne, vers les ruines d'une maison abandonnée. C'est le moment d'aller voir les ruches, l'éveil progressif des abeilles, l'état des châssis avant le printemps et la folle danse des abeilles. Il devait alors être 10 heures du matin, et en attendant que le soleil donne à plein, car même ici on est quand même encore en hiver, ils prennent le temps de fumer une cigarette ou deux et de discuter un peu, en faisant quelques pas autour des ruines. Mais tout à coup, sans qu'ils sachent l'expliquer, un objet brillant attire leur attention. C'est inhabituel, ils le savent car personne ne vient jamais par ici. Ils décident donc d'aller voir. Puis tout à coup, surpris par quelque chose d'inhabituel, Gabriel Aquino González pousse un cri. Il pointe du doigt un lieu et le désigne à son compagnon. Les deux hommes s'approchent alors avec prudence de ce qu'ils ont vu. Un amas de branchages et d'arbustes bien secs, donc coupés depuis un moment déjà, qui recouvre une tranchée visiblement creusée de mains d'hommes. Tout cela est inhabituel, ici bien entendu, et ils le savent. Ils sont de la terre et la connaissent par cœur, à force de l'avoir travaillée leur vie durant. Grattant un peu et dégageant rapidement les branchages avec leur outil d'apiculteur, mais surtout à la main, ils trouvent très vite l'objet brillant qui avait attiré leur regard, une montre. Et ce n'est hélas pas tout. Il y a ici, dans cette tranchée, 3 corps couchés. C'est horrible. Il a fallu plusieurs heures au magistrat local, le juge José Luis Bort, qui avait été avisé par les personnels de la Guardia Civile, pour se rendre sur le lieu de l'exhumation des corps à la Romana. Peut-être, mais cela reste une hypothèse. N'avait-il pas pris toute la mesure du drame et, étant déjà pris sur une autre affaire judiciaire dans la région, ne savait-il pas que c'était bien les corps des 3 adolescentes, disparues en novembre 1992 ? Une fois identifiés par qui de droit, il s'agira bien des corps des 3 adolescentes, disparues en novembre de l'année précédente. Elles avaient sans doute été assassinées. Antonia Gómez Rodríguez, appelée aussi Tony, est née à Valence, en Espagne, le 25 mai 1977, dans une famille de 4 enfants, dont elle est la cadette. Elle était toujours proche de son frère aîné, Fernando, à qui elle se confiait souvent.
C'était en réalité une jeune fille très timide, très réservée, et ses amis et sa famille se souviennent toujours d'elle comme une fille très nerveuse. Comme si une simple rafale de vent, sans conséquence, pouvait l'effrayer. Mais c'était aussi une jeune fille très gentille et compatissante, d'agréable compagnie au dire de tous. À ce moment-là, à l'automne 1992, Toni avait terminé ses études et avait arrêté d'étudier. Elle attendait simplement d'avoir 16 ans pour pouvoir commencer à travailler et à gagner de l'argent pour gérer sa propre vie. C'est qu'ici, dans le pays et au sein de la famille, on n'est pas bien riche. Maria Désirée Hernandez Folch, plus communément appelée Désirée, est née presque un an après sa camarade Toni, en février 1978. Elle n'avait qu'une sœur aînée, nommée Rosanna. Sportive accomplie, Désirée s'est consacrée très tôt à l'athlétisme, domaine dans lequel elle excellait. Quelle que soit la période de l'année, elle participait toujours aux compétitions locales, régionales, voire nationales, et terminait souvent première ou deuxième, remportant aussi médailles et trophées. Elle pratiquait aussi, avec ferveur, le patin à glace en ville. C'était de loin son passe-temps favori, hors l'athlétisme. Patiner dans le quartier d'Alcazar, parler aux gens et montrer ses compétences relationnelles extrêmement agréables. Cela, c'était elle. Mais à l'école, Désirée n'était pas l'élève la plus rigoureuse. Bon, on ne peut pas être excellente partout, se consolait-elle. En 1992, elle avait alors 14 ans et était en train de redoubler sa 8e année, ayant manifestement du mal à suivre le programme scolaire. Les proches de Désirée se souviennent d'elle comme d'une personne très têtue, avec une forte personnalité et un caractère affirmé. Myriam Garcia Iborra est née, quant à elle, le 28 juillet 1978, quelques mois seulement après son amie Désirée. Contrairement aux deux autres filles, elle était l'aînée de la fratrie, avec 2 frères plus jeunes qu'elle. Ces 2 frères plus jeunes allaient à la même école que Désirée. En grandissant, Myriam est vite devenue célèbre pour sa beauté naturelle. Elle avait des cheveux châtain clair et des yeux bleus, ce qui attirait l'attention de nombreux garçons de sa classe et de la ville. Sa passion de jeunesse a été, un peu curieusement pour une jeune fille de son âge, le ballet. Et elle voulait pour cela aussi poursuivre ses études, persévérer et s'affirmer. Noble passion de jeune fille. À cette époque, Myriam fréquentait l'Institut de la Florida, situé dans la ville voisine de Cattarauga. Cela signifiait que, contrairement à Toni, et nous l'avons dit, elle avait bien l'intention de poursuivre ses études plus avant. Myriam était d'un naturel plutôt timide et réservé, avec une sensibilité qui faisait d'elle une adepte de poésie et de romantisme. Extraits choisis de poésie qu'elle lisait autant qu'elle écrivait. Elle partageait souvent ses propres poèmes avec ses amis qui se souvenaient d'extraits magnifiques. Ces 3 filles, toutes nées à Valence et ayant grandi toutes les 3 dans la petite ville d'Alcazar, devinrent vite des amies. Ajoutons, pour être tout à fait précis, qu'elles avaient aussi une autre amie commune, une jeune fille nommée Esther Diaz Martinez. Au vu des éléments recueillis par les enquêteurs judiciaires de la Guardia Civil sur place, à la Romana,
sous la supervision du juge local. Ces derniers rouvrent donc l'enquête initiale, qui s'était un peu enlisée. Ils apprendront ainsi que les 3 jeunes filles ont été repérées par une de leurs connaissances plus tôt dans la soirée, à peu près au moment où elles quittaient la maison de leur amie Esther. Cette connaissance était en réalité un adolescent qui connaissait et fréquentait les jeunes filles d'Alcázar d'une manière assez familière. C'était un camarade de classe qui s'appelait Francisco Antonio Soria. Dans la soirée du vendredi 13 novembre 1992, il était apparemment en route pour un examen de fin d'études, ce qui est apparu très étrange pour beaucoup de gens. On est en novembre, il n'y a pas d'examen scolaire programmé. C'est là qu'il aurait croisé les 3 jeunes filles. Cependant, lors de sa brève discussion avec les filles, cela n'aurait pas duré plus de quelques minutes, confiera-t-il. Il leur a demandé si elles allaient à la fête au club Color ce soir-là, et elles auraient répondu que non. Ce qui est encore plus étrange, contrastant clairement avec les déclarations officielles ultérieures. Une autre connaissance des 3 filles disparues ce soir-là, et de la jeune Esther, leur amie commune, va venir se greffer sur cette soirée de façon tout aussi curieuse. Cette connaissance commune était lui aussi un garçon, mais un peu plus âgé et dénommé Francisco José Herva. Il passait par là en voiture, par hasard, avec sa petite amie Maria Luise Lopez Garcia. Francisco n'était pas ami avec les filles, mais il était amical avec elles et leur a proposé, dans un premier temps, de les emmener là où elles allaient. Les 3 jeunes filles, qui semblaient faire de l'autostop, ont dit à Francisco qu'elles se dirigeaient vers la boîte de nuit Color à Picassant. Mais ayant des problèmes de voiture, il n'a pas pu les y emmener. Et personne n'en saura plus en réalité. Le témoignage le plus surprenant quant au déroulement de cette soirée est venu d'une source totalement différente. Témoignage d'une personne qui s'est manifestée quelques jours seulement après que les filles ont été portées disparues. Il s'agit de Maria Dolores Bada Soria, une femme âgée de 63 ans qui a vu les 3 jeunes filles passer devant sa maison à Picassant. Elle a estimé que c'était aux environs de 20 heures ce soir-là, ce qui, encore une fois, donne une chronologie confuse de l'heure à laquelle les filles ont voyagé. Peut-être s'est-elle trompée, on ne le saura jamais. Mais, quoi qu'il en soit, cette femme, observatrice avisée, de mauvaise langue, diront un peu vite curieuse à l'excès, se souvient bien d'avoir vu les filles monter dans une voiture, une petite berline blanche à 4 portes, même si elle n'était plus qu'à quelques minutes de leur destination, la boîte de nuit Color. Et, toujours selon ce témoin, il y avait déjà un homme ou 2 à l'intérieur de la berline blanche, peut-être même plus, ajoutera-t-elle. La voiture blanche, dont elle ne connaît ni la marque ni le modèle, elle n'y connaît rien en voiture, a alors démarré rapidement et elle n'en sait pas plus. L'enquête judiciaire va jouer en plus de malchance. En effet, c'est ce jour-là, le mercredi 27 janvier 1993, que le ministère de l'Intérieur espagnol avait décidé de remplacer l'équipe chargée de la recherche initiale des jeunes filles par une nouvelle équipe. Les raisons sont restées inconnues, placées sous le couvert du secret de l'instruction. Ainsi, tôt dans la journée, l'équipe initiale qui avait été basée à Valence pour superviser les recherches a été renvoyée à Madrid et remplacée par une autre équipe, dirigée par le capitaine Francisco Bueno et le lieutenant José Miguel Hidalgo Dominguez, qui allait, des décennies plus tard, prononcer des propos acerbes sur l'enquête. Mais cette équipe, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, n'était présente sur place ce jour de la découverte des corps. Seuls quelques gardes civils espagnols, pas vraiment concernés, sont présents et représentent l'institution. C'est peu, et surtout, c'est dommage,
car c'est à ce moment précis que l'enquête a déraillé et a été bâclée pour toujours. Les 3 corps, à différents stades de décomposition, ont été retrouvés soigneusement empilés les uns sur les autres. Le juge José-Louis Borte, présent sur les lieux, a déclaré que l'opération était secrète, dans l'intérêt de la justice et la manifestation de la vérité. Cela interdisait aux 2 apiculteurs qui ont découvert les corps de parler aux médias ou à qui que ce soit, et interdisait à quiconque de s'approcher de la scène du crime sans la surveillance nécessaire de la Guardia Civile. Notons quand même, avec une grosse interrogation, que la scène de crime n'a été gelée que plusieurs heures après la découverte des corps, le temps qu'interviennent les gardes civils et que le juge se rende sur les lieux. C'est aberrant. Cependant, la scène du crime a été verrouillée plusieurs heures après la découverte des corps, ce qui a pu compromettre l'intégrité de la scène. Elle a donc pu être souillée ou modifiée. Personne sur les lieux du crime n'a pris de photos détaillées et numérotées de la scène du crime, ni effectué une recherche exhaustive de la zone avant de procéder à l'exhumation des 3 corps. C'est fort préjudiciable à l'enquête, car cela est une violente flagrante des protocoles policiers et judiciaires en cours partout. Les 3 corps, une fois retirés de la fosse, la police a découvert un grand tapis qui les contenait. Les jeunes filles avaient été roulées dedans. Le rituel est pour le moins inhabituel. Dans un registre encore plus sordide, notons que 2 des filles avaient été, alors pour YouTube, leurs têtes ont été retirées de leur corps. Et leurs mains étaient liées par une cordelette de couleur noire. À côté des 3 corps, plusieurs objets ont été découverts, jetés à l'intérieur de la fosse, s'agissant de morceaux de vêtements sans rapport avec les faits, car n'appartenant à aucune des 3 victimes. Des bouts de corde, des morceaux de papier, etc. Quelle était la signification de tous ces objets dans la fosse? De simples résidus ou des détritus jetés? Personne n'éclaircira jamais ce mystère secondaire. Car, sans être photographiés sur les lieux même de la découverte, ils ont juste été ramassés et stockés. Point. Comme s'ils avaient été sans importance. Et pourtant, loin s'en faut. Car, dans la plus grande discrétion, la Guardia Civile espagnole va trouver sur la scène du crime un gant, une note de dossier médical d'un jeune homme et une douille de balle. Ce seront des preuves irréfutables. Miguel Ricard est né en septembre 1969 à Valence, en Espagne. Sa mère est décédée alors que Miguel n'avait que 3 ans. Un drame absolu pour l'enfant. Elle a été victime d'une crise d'épilepsie, fatale encore à cette époque pour tout patient non traité. Quant à son père, alcoolique notoire, violent, bagarreur, sans empathie, il n'a rien apporté au gamin pendant les 15 années suivantes, jusqu'à la majorité de Miguel Ricard. Miguel, très tôt, a dû faire face à de nombreux problèmes au cours de sa vie. Il est de nature timide, parfois agressif, constamment nerveux.
La plupart de ces problèmes découlaient de la relation abusive et unilatérale qu'il entretenait avec son père, ce qui l'amènera plus tard à tomber dans l'alcool et la drogue. Il quitte l'école à 16 ans. Sans vraiment trouver sa voie, il exercera plusieurs métiers, comme travailleur agricole dès l'adolescence, puis vendeur de voitures d'occasion au début de la vingtaine. Mais cela ne lui va guère. Il a vécu avec une petite amie pendant quelques années, et à peu près au moment où elle est tombée enceinte de leur premier enfant, une fille, Miguel s'est enrôlé dans l'armée espagnole, dans la marine espagnole à Malaga, dans le sud du pays. Le passage par l'armée sera brève et la vie délinquante reprend très vite dès lors qu'il est libéré de ses obligations. Cela mettra un terme aussi à sa vie conjugale car son ami et lui se séparent. Trop de choses les opposent désormais. Il sera en colocation avec un fournisseur de stupéfiants, un dénommé Antonio Anglais, lui aussi peu recommandable. Les deux hommes commencent alors à commettre de petits délits, ce qui finit par attirer l'attention des services de police sur eux. Miguel Ricard fit 2 brefs séjours mineurs de 3 semaines chacun dans des prisons espagnoles en 1992. Le premier en août pour utilisation illégale de véhicules à moteur et le second en décembre pour presque la même chose, aggravé par des menaces. En gros, Miguel Ricard était un petit criminel qui volait des voitures pour financer leur style de vie délinquant. Malgré les nombreux séjours en prison d'Antonio Anglais au début des années 90, Miguel Ricard a été autorisé à séjourner dans la maison familiale d'Antonio, située à Catarroja. Plusieurs membres de la famille d'Antonio y vivaient, dont son frère Enrique, lui aussi fragile psychologiquement et délinquant à l'occasion. En l'espace d'un an, ces 3 hommes vont faire la une des médias espagnols, un concours de circonstances les ayant placés au cœur même de l'enquête ouverte après les meurtres des 3 jeunes filles d'Alcázar, quelques mois auparavant. La boucle de la délinquance avait franchi un palier. Rappelons-nous le témoignage crédible de cette brave femme qui avait déclaré avoir vu les 3 filles monter à bord d'une petite berline blanche à 4 portes. Il semble que les hommes qui étaient à bord de la voiture étaient nos 3 compères. C'est énorme comme rebondissement. Souvenons-nous aussi que, à la Romana, la garde civile espagnole avait trouvé sur la scène du crime l'un des gants qui appartenait à Ricard, une note de dossier médical au nom de Enrique Anglès Martin, le frère d'Antonio Anglès, et une douille de balles. Tout cela accable nos 3 hommes, vite devenus des suspects. Pas de chance pour les gardes civils et la police espagnole. Antonio Anglès prendra aussitôt la fuite, tant le tapage médiatique autour de l'affaire a été intense. Il est supposé avoir fui à bord de divers bateaux, à travers toute l'Europe, dont un porte-conteneurs dont il serait tombé par-dessus bord dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Seuls les 2 autres comparses seront jugés tardivement, mais avec beaucoup de retard et d'incohérences diverses, laissant flotter le procès. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le procès et la justice n'ont pas été à la hauteur des attentes de la population. Car les libérations, trop vite intervenues, sont la conséquence directe et inattaquable d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, s'appliquant de droit en Espagne. Cette juridiction suprême européenne avait en effet jugé illégale la détention prolongée d'une militante du groupe basque ETA, Inés del Río Prada, en application de la doctrine Paro. En fait, un système de remise de peine plutôt vu comme défavorable aux détenus, quels qu'ils soient, sous le coup de condamnations multiples. Une libération massive de détenus incarcérés en attente de jugement ou pour diverses peines déjà prononcées par un tribunal va être prise et ouvrir grand les portes des établissements pénitentiaires espagnols. Parmi ces hommes libérés, mais restant toujours potentiellement dangereux, non mais sans blague l'Espagne, figurait bien Miguel Ricard,
assassin des 3 jeunes filles, mineures de 14 et 15 ans à Alcácer, dans la région de Valence en 1992. S'il avait bien été condamné en 1997 à 170 ans de prison pour le total des faits commis, torture, agression sexuelle et meurtre, il ne devait pas pouvoir sortir de prison avant 2023, au plus tôt. D'autant que dans son cas, il n'existait pas de pronostic favorable pour une réinsertion. Cette annonce a provoqué un sentiment de rage, d'indignation, d'impuissance et de tristesse, raconte Louisa Ramon, l'avocate de la famille d'une des 3 jeunes filles assassinées. Il s'agit d'un homme en liberté, mais qui pourra récidiver. C'est un danger et un risque social. Et ce qui indigne de l'autre côté de la frontière risque d'être contagieux partout en Europe, puisque la presse se fait l'écho d'un probable franchissement de la frontière française par l'intéressé. Cela mérite néanmoins quelques explications. Le quotidien régional de Gérone, très lu et très commenté, affirme en effet que Miguel Ricard, surveillé de près par la police catalane depuis sa sortie de prison, est arrivé à Barcelone, où il a passé 2 jours, s'est déplacé d'abord dans la région du Maresme, puis dans celle de Gérone. Ces derniers jours, il aurait erré dans la province de Gérone, où il a séjourné dans des auberges et mangé des soupes populaires. C'est de là que, ce jeudi, il aurait rejoint et traversé clandestinement la frontière pour une destination inconnue. Les autorités espagnoles, confrontées à un vide juridique, disposent d'une marge de manœuvre très limitée. Cet homme a purgé sa peine et il n'est pas possible de faire grand-chose dans le cadre strict de la loi. 127 ans, il l'a purgé, d'accord, affirme le parquet régional. Le nouveau code pénal espagnol, encore en préparation, devrait fixer un cadre plus strict à la surveillance des délinquants présentant un risque élevé de récidive. Mais ce système n'est pas encore appliqué, martèle l'avocate Louisa Ramon. Nous essayons de voir ce qu'il est possible de faire, mais c'est très compliqué, parce que nous manquons de recours légaux, conclut-elle fataliste. Pour les personnes sensibles, attention à cette partie de l'affaire. Selon les déclarations de Miguel Ricard, la seule personne impliquée à ce jour, lorsqu'ils sont arrivés à la discothèque Color, Antonio Anglaise lui a dit de continuer tout droit. Les filles ont commencé à crier. Antonio les a frappés avec la crosse d'un revolver modèle BM, qui a brisé certaines de leurs dents. Ils se sont dirigés vers une maison en ruine à proximité du ravin de la Romana, dans une zone très isolée et montagneuse, proche de la digue de Tout. Ils ont attaché les filles, les ont agressées sexuellement, seulement 2 d'entre elles, vaginalement et analement, parfois en utilisant des objets comme des bâtons. Puis, ils sont allés à Catado, à la recherche d'un peu de nourriture, et sont revenus 2 heures plus tard, agressant sexuellement la 3e jeune fille. Après toutes sortes d'atrocités et humiliations qui ont laissé les filles avec diverses blessures et contusions, les assaillants ont dormi jusqu'au matin, ignorant les cris et les hurlements des jeunes filles grièvement blessées. Quand ils se sont réveillés, ils les ont forcés à marcher dans une fosse qu'ils avaient creusée et les ont battus à nouveau. Là, ils ont continué à les torturer. Selon l'autopsie, Désiré a subi une amputation traumatique du mamelon droit et de l'aérole avec un objet pointu, probablement un couteau ou peut-être une pince, et a ensuite été poignardé 2 fois dans le dos. Les autres filles ont crié tout en se faisant battre avec des bâtons et des pierres, presque jusqu'à les tuer. Elles ont finalement été abattues par arme à feu d'une balle dans la tête et enterrées. Le corps de Myriam présentait des blessures vaginales causées par un objet muni d'arêtes vives, peut-être post-mortem.
Par la suite, ces assassins ont ramassé leurs affaires et nettoyé leur voiture. Les corps portaient des signes de tourment inimaginables. Myriam, Désiré et Tony avaient été battus avec des objets et maintenus de force, laissant des ecchymoses et des marques sur tout leur corps. Myriam avait également des ecchymoses rectangulaires en forme de ligne à l'arrière des genoux, suggérant qu'elle avait été pendue par les genoux. Elles ont été ligotées. Les tueurs avaient immobilisé chacune des filles en utilisant différentes méthodes. Les poignets de Tony étaient liés derrière elle avec un bandage à double nœud. Les poignets de Myriam présentaient des sillons profonds. Elle portait sa veste à l'envers, de sorte que ses bras ne puissent pas bouger. La main gauche de Désiré et la main droite de Myriam avaient disparu. Chaque fille avait de grandes bandes de peau manquantes. Myriam sur son bras et son visage droit, Désiré sur son dos et Tony sur sa poitrine et son cou. Toutes avaient des dents manquantes. Le médecin légiste pense qu'elles ont été arrachées violemment. Chacune des victimes avait des corps étrangers dans son estomac. L'estomac de Tony contenait un liquide orange qui n'a pas pu être analysé car il n'a pas été envoyé. L'autopsie de Myriam a révélé un corps étranger dans son estomac, mesurant 1 centimètre. Il reste non identifié à ce jour. Les radiographies du professeur Frontela ont révélé un crucifix de la croix de Karavaka à côté de la colonne vertébrale de Désiré. Le médecin légiste ne sait pas exactement comment la croix est arrivée là. Mais pour lui, elle l'a peut-être avalé ou il a été placé dans l'orifice vaginal ou anal et a migré d'une manière ou d'une autre vers la zone de la colonne vertébrale pendant, malheureusement, sa décomposition. Donc Miguel Ricard a été jugé, si on peut dire, mais il est actuellement en liberté. L'autre suspect, Antonio Anglaise, n'a jamais été capturé et figure toujours parmi les hommes les plus recherchés par Interpol. Cette affaire est révoltante. Il n'y a même pas de mots pour qualifier cette affaire. Je reste très choqué par cette affaire et j'espère vraiment du fond du cœur qu'un jour, je vais rester poli pour YouTube, mais qu'un jour c'est même pas des êtres humains ça. C'est même pas des animaux, les animaux ne font pas ça. Seront vraiment punis pour ce qu'ils ont fait, mais malheureusement je doute. Je souhaite énormément de courage à ces familles car elles ont vécu vraiment l'horreur. Et j'espère que ces 3 adolescentes reposent tout de même en paix. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.